Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire proposé par Fashion Green Up. Donc, c'est un webinaire de restitution du livre blanc et du groupe de travail porté par Fashion Green Up sur le lin, une filière en circuit court. Donc, ce webinaire est aussi soutenu par nos différents partenaires, la région Hauts-de-France, l'ADEME et la métropole européenne de Lille, mais aussi, on le verra tout à l'heure, l'ensemble des participants à ce groupe de travail. Donc on est ensemble pendant 1h30. On aura un premier temps de présentation des travaux de ce groupe de travail qui s'est réuni pendant plus d'1 an et demi. Donc cette présentation sera faite par Isabelle Deydé et Catherine Doriac qui ont animé ce groupe de travail. Et ensuite on aura on aura 1 heure voilà, de conférence avec différentes intervenantes sur, voilà, sur la filière lin est-elle possible en circuit court? Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous répondrons au fur et à mesure de ce LinkedIn Live. Et bien, sans plus attendre, je vous propose qu'on puisse débuter et donc je vais accueillir donc Isabelle Deydé et Catherine Doriac. Bonjour à Bonjour. toutes les 2. Alors peut-être déjà juste, présenter toutes les 2 en un mot, puis ensuite je vous laisse présenter le fruit de ce travail collectif d'1 an et demi. On vous partagera bien entendu dans le chat le lien vers ce livre blanc que vous pourrez télécharger par la suite. Catherine, Isabelle, je vous laisse la main. Merci Anthony. Donc je prends la main. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Isabelle Deydé, je suis la fondatrice de Vivalous. C'est une société qui valorise les textiles en fin de vie. Mais en parallèle de cette activité professionnelle, j'ai eu la chance en fait d'animer le groupe de co-animer le groupe de travail sur le lin pendant 1 an et demi environ. Donc en fait, vous n'êtes pas sans savoir que le lin en fait est particulièrement produit en France et notamment dans la région des Hauts-de-France. Et c'est pourquoi. Oh, Ah, excusez-moi, j'ai c'est pas pas vu. grave, Catherine. C'est bon. Et donc, c'est pour ça que Fashion Green Hub, qui rassemble beaucoup d'entreprises de mode engagé et de mode plus durable, innovante, s'est vu confier l'animation d'un groupe de travail par le Conseil régional des Hauts-de-France pour finalement essayer de réunir les acteurs de la filière des Hauts-de-France, l'ensemble de la chaîne de valeur, du cultivateur jusqu'aux marques, pour contribuer à construire un véritable circuit court, une filière made in Hauts-de-France, un petit peu de la fibre jusqu'au produit fini. Donc en fait, tout au long de l'année 2021 jusqu'à début 2022, les différents, la filière amont et la filière aval s'est rencontrée pour discuter de ces sujets et de voir comment faire évoluer cette filière. Donc en fait, je vais vous présenter les entreprises qui ont participé au groupe de travail. Donc en fait, dans la filière amont, je vais les citer un peu dans l'ordre de la construction finalement de la transformation du lin. Donc, nous avions l'entreprise Van Robé et Frères avec Pierre Darras. Donc, Van Robé est une entreprise familiale qui se trouve à Quilhem et qui s'occupe du teillage du lin. C'est une première opération après la collecte du lin qui permet d'extraire la fibre. Ensuite, nous avions l'entreprise De Coster Collier avec Monsieur Delporte. Alors, De Coster Collier, c'est une entreprise spécialiste du blanchiment, entre autres, du blanchiment du lin, mais qui est aussi teinturier. Et c'est une société qui est basée à Gorgues, dans les Hauts-de-France. Ensuite, nous avions la société Safilin, avec la participation d'Alix Paulet, qui sera avec nous lors de la table ronde, d'Alix Salmon et Olivier Guillaume. Donc, en fait, Safilin est une filature qui transforme la mèche en fil. C'est une entreprise aussi familiale qui a plus de 250 ans et qui a réimplanté une unité en France l'an dernier. Mais je pense que ça sera l'occasion d'en parler
plus amplement tout à l'heure. Ensuite, nous avions Moulinage du Pluy avec Sandrine Arnoux et Thierry Olagne. Donc, c'est une entreprise aussi familiale qui travaille des fils et qui pratique différentes opérations sur le fil, telles que la texturation, le retordage et le guipage, pour en faire des fils à effet qui vont être utilisés pour de la dentelle, du voilage, mais aussi pour des fils à usage technique. Ensuite, nous avions la société Le Maître de Mester, avec la participation d'Olivier Ducatillon et de Emmanuel de Saint-Martin. Donc, Le Maître de Mester, c'est une société de tissage qui existe depuis 1835, donc près de 200 ans, dont l'usine est à Halluin et qui est spécialiste du tissage de lin pour le marché de la décoration haut de gamme, mais aussi de l'habillement et des accessoires. Voilà, donc ça, c'était toute la filière amont, toute la chaîne de valeur qui transforme, qui cultive et transforme le lin. Et puis, côté enseigne, nous avions 3 grandes enseignes, donc je suis sûre que vous les connaissez. Donc, nous avions Jules, représenté par Aurélien Knoff et Clémence Bernier. Donc, Jules, c'est le leader français du prêt-à-porter masculin, qui est né dans les années 2000 à Roubaix et qui, depuis 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, souhaite en fait se diriger vers une mode plus durable. Ensuite, nous avions La Redoute, le projet porté par Emmanuel Mercier, responsable RSE. Et nous avions la chance d'avoir à la fois l'équipe du prêt-à-porter, avec une styliste, Léna Clodor, et l'équipe de l'ameublement maison, avec Christine Ayoun et Pierre-Henri Micheron pour les achats. Donc, La Redoute, en fait, c'est une société qui est engagée, sa stratégie souhaite à la fois concilier une croissance rentable et aussi une responsabilité sociale et environnementale, et notamment à travers son programme We Are Future, essaye de concevoir des collections plus éco-conçues. Et puis enfin, nous avions Aurore Piquet-Boutry qui sera avec nous aussi lors de la table ronde pour Promode. Donc Promode que vous connaissez, qui est une enseigne donc, de prêt-à-porter féminin. Et qui s'engage aussi d'ici 2025 à développer une mode 100% éco-responsable. Alors, j'ai un peu de contre-jour, voilà, j'espère que vous me voyez. Voilà, donc nous avons aussi eu la chance d'avoir le soutien d'experts de la filière, tels que l'Alliance for European Flax, Linen and Hemp, qui participeront également à la table ronde, et puis Eura Materials, qui nous a aussi soutenus dans certaines réunions. Donc voilà, donc tout au long de l'année 2021, nous nous sommes réunis et nous avons réfléchi à plusieurs solutions et expérimenter des choses. Et à l'issue finalement de ces réunions, Catherine a écrit le livre blanc qu'elle va vous présenter maintenant et que vous pourrez avoir, bien sûr, auquel vous pourrez avoir accès. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et une très bonne lecture de ce livre blanc. Je suis sûre que vous en découvrirez plein de choses. Voilà, je vous remercie. Catherine, je te passe la main. Merci Isabelle, bravo pour cette introduction et toutes ces belles entreprises qui représentent notre fibre naturelle locale, le lin. Moi, je vais me présenter en 2 mots. Je suis journaliste spécialisée sur les sujets d'impact dans la chaîne textile, sur les matières de sourcing éco-responsable, et je suis aussi la présidente de l'ONG Fashion Revolution en France. Donc, nous nous intéressons aussi notamment à justice sociale, justice environnementale. Donc, le lin, pour nous, c'est vraiment la matière, notre matière locale, mais c'est aussi une matière magique. Et qui dit magie dit souvent fantasme, ça coule de source. Donc, dans ce livre blanc, on a essayé, avec le soutien évidemment de l'Alliance for European Flax, Linen and Hemp, ex-CELC, qui vient de changer de nom, de donner déjà un état de l'art de la filière lin européenne. Parce que le lin, c'est 80% de sa production, c'est l'Europe de l'Ouest, donc la France, la Belgique, les Pays-Bas. C'est aujourd'hui plus de 140 000 hectares
cultivés en 2022 sur ces 3 parcelles de pays, 149 000 tonnes de fibres longues taillées en 2021. Et alors, qu'est-ce que ça représente tout ça? Ben, pour 1 hectare de lin, on peut, avec 1 hectare de lin, on peut obtenir 900 kilogrammes de fil. Et 900 kilogrammes de fil, pour donner une idée, hein, parce que c'est vrai, c'est des chiffres comme ça qui paraissent énormes, et pour ramener ça à la réalité, 900 kilogrammes de fil pour 1 hectare de lin, c'est 4 000 chemises, 450 parures de lit et 1 375 chaises en lin composite. Alors, heu, c'est, dans ce livre, on fait un état de l'art, bien sûr, hein, vous allez trouver, plein d'informations sur la façon dont on cultive le lin, à quel endroit, en Europe, quelles sont les différentes phases de transformation du lin. Alors il y en a énormément, bien sûr. Les premières phases, évidemment, c'est la culture et ensuite le ramassage et le teillage, qui est la première transformation mécanique de la fibre avant la filature. Et tout ça, évidemment, sont des métiers non délocalisables, donc qui restent sur le terrain, sur cette bande de terre qui va de Caen à Amsterdam, comme on aime bien dire. Et ensuite, dans cet état des lieux de la filière, on va vous parler des débouchés. Alors les débouchés du lin, évidemment, c'est une matière textile, donc le 60 de ces débouchés, c'est bien sûr pour la mode qui commence à se réintéresser énormément au lin, pour les collections de luxe notamment. 30 pour la décoration, parce que dans la décoration, il y a beaucoup de textiles. Et ensuite, les 10 restants sont, utilisés pour, des matières, composites qui vont rentrer dans des matériaux comme, des, portières de voitures, mais aussi des skis, des chaises, pourquoi pas des chaises en lin? Voilà, c'est une façon d'utiliser cette fibre, des raquettes de tennis, enfin bon, plein d'usages techniques et qui sont liés aussi aux caractéristiques de cette plante, qu'on a bien développé dans le livre et que je vais rappeler rapidement. Les caractéristiques du côté de la RSE, c'est la proximité et la traçabilité. Cette traçabilité qui est demandée par les consommateurs aujourd'hui et qui est assurée par 2 labels de l'Alliance for European Linen, Flax and Hemp, le label European Flax et le label Master of Linen. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que Marie de Magde, qui est ici, va vous en parler plus profondément tout à l'heure. Alors, c'est aussi une plante zéro déchet. On utilise tout dans le lin. On utilise la fibre, bien sûr, mais on utilise aussi ses coproduits. Elle est biodégradable, donc bonne pour les sols. Évidemment, elle préserve les sols. Elle est renouvelable puisque la culture du lin est reconduite chaque année, même si elle est reconduite, mais sur des parcelles différentes. On ne replante pas le lin avant 6 ou 7 ans sur la même parcelle. Dans les qualités textiles du lin, on sait tous, hein, que le lin, c'est une fibre respirante, thermorégulatrice, donc fraîche en été, chaude en hiver. Elle régule l'humidité, elle absorbe 20 de son poids en eau, donc elle est très agréable à porter, ou aussi pour des draps, parce qu'on perd beaucoup d'eau la nuit, on transpire beaucoup, et c'est une façon aussi d'avoir un meilleur sommeil. C'est une fibre qui a des affinités tinctoriales, qui prend très bien la couleur, donc on a des gammes de couleurs magnifiques, et elle est surtout d'un entretien facile. On n'a pas besoin d'amener ses vêtements en lin au pressing. On peut tout à fait les entretenir facilement à basse température chez soi. Côté composite et côté utilisation technique, elle a une rigidité et une légèreté qui lui confèrent des qualités de résistance et de solidité. Elle permet aussi une isolation phonique intéressante pour la décoration. Une isolation thermique, évidemment, bien sûr,
pour la construction. Et en dernier lieu, elle absorbe les vibrations, donc pour les utilisations, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, pour les skis et les raquettes, elle permet d'éviter les accidents de genoux ou de coudes. Donc le lin, c'est un terroir, c'est un climat, c'est un savoir-faire européen, et ça nous plaît beaucoup. Le lin offre une traçabilité, donc j'en ai parlé avec les 2 labels. Je pense que tout ça, vous allez tout découvrir dans ce livre blanc. Il se déploie en 4 chapitres, avec une introduction sur le lin et la filière textile, avec la présentation des groupes de travail, les états des lieux de la filière, les propriétés et qualités intrinsèques du lin, donc les caractéristiques de la matière, les avantages environnementaux, la traçabilité, très important pour les consommateurs aujourd'hui, les intérêts et avantages de la fabrication en France, en Europe, au point de vue environnemental et social. Et ensuite, en troisième partie, qui est donc la quatrième partie en fait, comment construire aujourd'hui une collection en lin. On vous propose un mode d'emploi avec les témoignages des groupes. Donc, je pense que je peux laisser la parole aux acteurs suivants, aux acteurs de la filière qui ont participé à ce groupe de travail. Et je vous remercie. Voilà, je rends l'antenne. Merci beaucoup, Catherine et Isabelle, pour cette introduction voilà, très synthétique et en même temps qui donne envie d'aller lire beaucoup plus en détail ce livre blanc. Donc voilà, ce livre blanc est disponible en open source, donc sur le site de Fashion Green Hub. On vous a mis le lien dans le chat. Et donc voilà, vous aurez tout le détail de ce que vient d'évoquer Catherine et Isabelle. Merci à toutes les deux pour cette introduction et aussi pour votre contribution du coup sur ce groupe de travail et à l'écriture de ce livre blanc. Du coup, je vous propose qu'on puisse passer à la table ronde prévue. Donc une table ronde voilà, qui va justement donner la parole voilà, aux membres de ce groupe de travail. Donc je vais inviter effectivement Alix Paulet, directrice marque chez Safilin, Marie Demact, directrice innovation textile et RSE. Alors, on n'est plus sur la Confédération européenne du lin et du lin et du chanvre. Vous avez changé de nom, comme l'évoquait tout à l'heure Catherine. On pourra y revenir. Et enfin, Aurore Piquet-Boutry, acheteuse chez Promode. Merci toutes les trois d'avoir accepté ce petit temps d'échange voilà, pour illustrer finalement les travaux de ce groupe de travail et illustrer le rendu qui est fait aujourd'hui. Peut-être voilà, pour débuter, vous donner toutes les trois chacune la parole pour vous présenter rapidement et présenter voilà, en quelques mots votre structure, même si pour Safina et Promode, ça a déjà été fait rapidement par Isabelle. Alors peut-être Alix en premier. Bonjour, donc Alix Paulet, donc directrice du pôle marque chez Safilin. Safilin, filateur de lin, donc depuis 250 ans. On a 2 usines en Pologne et depuis 1 an, à nouveau, une usine en France. Voilà, je présenterai peut-être, on se présente juste là maintenant, on rentrera plus dans les détails après. Exactement. Voilà, donc mon rôle, c'est d'aider les marques. Je les accompagne à développer une collection en lin française ou made in France, ou alors à relocaliser leur collection en lin donc sur le territoire français ou européen, en les aidant à construire le meilleur sourcing possible. Voilà. On verra effectivement le détail de vos projets juste après. Aurore, peut-être effectivement là, un petit mot de présentation. Oui, donc moi c'est Aurore, donc je suis acheteuse chez Promode pour tout ce qui est produit à façon, donc sur les rayons pantalons, vestes et manteaux. Et donc Promode, je pense que tout le monde connaît cette enseigne de prêt-à-porter féminin. J'ai envie de dire leader sur le marché parce que voilà, ça fait du bien. Aujourd'hui, Promode, notre ambition est vraiment de promouvoir des matières moins impactantes et de rapprocher la production de nos ventes. Donc c'est pour ça qu'avec le groupe Fashion Green Hub, nous étions au cœur du sujet. Merci beaucoup Aurore. Et enfin Marie.
Bonjour, donc je suis Marie Demac, je suis directrice textile et RSE à l'Alliance du lin et du chanvre européen, ex-CELC en effet, puisqu'on a changé de nom au mois de décembre. Mais nous restons l'organisme qui fédère et rassemble l'ensemble des maillons de la filière lin et chanvre au niveau européen. Et mon rôle est très axé sur la trajectoire environnementale de la filière et également sur la partie innovation textile, la valorisation des innovations de nos adhérents et le conseil et l'accompagnement au sourcing pour les marques. Merci beaucoup. Alors justement, on va commencer par vous, Marie, voilà, sur l'Alliance européenne du lin et du chanvre. Voilà, quels sont aujourd'hui finalement, voilà, on parle effectivement dans cette table ronde de la question du circuit court. Voilà, quand on a préparé l'intervention, vous disiez voilà, qu'on parle plus de réindustrialisation que de relocalisation. Et finalement, voilà, quel est aussi dans cette réindustrialisation le rôle de l'Alliance. Et il me semble que vous avez aussi une petite présentation à nous partager. Oui, exactement. En introduction, je peux vous partager les points clés de la trajectoire environnementale de la filière du lin européen. Je pense que c'est vous qui passez les slides, c'est bien ça. On est sur une trajectoire, bien sûr, donc collective au niveau du lin européen. Et en premier lieu, cette trajectoire, elle se base sur des données fiables. L'Alliance a un rôle de garant des données sur le lin, un rôle de pionnier aussi en ACV depuis la publication de la première ACV en 2008. Et aujourd'hui, la fiabilité de ces données, elle passe par la méthode européenne PEF, Product Environmental Footprint, qui est la méthode harmonisée au niveau européen, méthode de référence. Nous avons publié en 2022 l'analyse de cycle de vie de la fibre lin taillé European Flax. L'étude détaillée est disponible en téléchargement sur notre site sous conditions d'usage. Et cette donnée a déjà fait l'objet d'une mise à jour en janvier 2023 en collaboration avec la Commission européenne. Nous sommes également membres votants du PEF Habillement pour co-construire les règles sectorielles de la mode et s'assurer que les spécificités du lin soient bien prises en compte. Ensuite, cette trajectoire, elle repose sur l'implication de l'ensemble des maillons pour produire des données moyennes au périmètre européen sur chaque process de transformation, donc à la suite du taillage, sur un accompagnement aux entreprises de la filière dans leur propre trajectoire, le tout pour répondre aux attentes des consommateurs et aux évolutions réglementaires. Et pour cela, il y a 3 principaux challenges qui sont de co-construire en embarquant l'ensemble des acteurs de la filière, de mutualiser, et ça c'est au niveau de la collaboration pré-concurrentielle, c'est de créer des outils communs qui vont réduire l'effort à fournir par chaque entreprise, et bien sûr d'actualiser ces données dans la durée. Ensuite, on peut vous partager déjà un premier livrable. Oula, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont bougé. En tout cas, le premier livrable, c'est une cartographie des process du lin européen qui permet aux marques notamment de bien identifier tous les process sur les fibres longues et sur les fibres courtes pour s'assurer, lorsqu'elles vont faire des calculs d'impact sur leurs produits, qu'elles puissent bien utiliser les datas qui correspondent à leur chaîne de valeur. Et sur la slide suivante, vous avez un aperçu du document que vous pourrez télécharger et je pense que ça sera beaucoup plus lisible quand vous aurez téléchargé le PDF. Et enfin, le point que je voulais souligner, c'est que la traçabilité, elle est indispensable dans ce processus et que nous nous appuyons sur les 2 certifications de la filière du lin européen pour garantir l'origine et la traçabilité mises en place depuis déjà quelques années et qui aujourd'hui sont encore plus indispensables.
Quelques mots, on a en effet 2 certifications. Le point commun sur la slide suivante, ce qui rassemble European Flax et Masters of Linen, c'est vraiment cette origine de la fibre ouest-européenne, European Flax, fibre qui est issue d'un terroir, donc c'est un terroir unique de Caen à Amsterdam, donc France, Belgique, Pays-Bas. Un terroir qui va du coup donner lieu à des assemblages, parce que le lin, c'est une fibre d'assemblage par nature, puisque au moment de la filature, ces fibres issues de ces 3 pays vont être assemblées et mélangées pour assurer une qualité constante. Ces process sont d'ailleurs bien décrits dans le livre blanc. Les garanties c'est également des pratiques raisonnées en termes de culture et de teillage. Le détail de l'itinéraire technique agricole est d'ailleurs disponible dans l'étude ACV. On garantit bien sûr une vérification tierce par des organismes certificateurs. Et puis, ces certifications nous permettent aussi d'accompagner les marques dans la communication et notamment dans les allégations environnementales qu'elles vont pouvoir faire sur leurs matières certifiées. Et c'est vrai que avec l'évolution de la réglementation et le fait qu'on doit bien sûr se prémunir de toute allégation qui ne serait pas fondée sur des preuves scientifiques, les marques nous sollicitent régulièrement pour voilà, être sûres de bien valider la communication et se prémunir bien sûr de tout risque de greenwashing. Sur la slide suivante, un petit aperçu des spécificités des 2 certifications. Donc European Flax qui s'adresse à toutes les chaînes de valeur qui intègrent la fibre ouest européenne, donc dans des value chains internationales, mondiales. Et Masters of Linen, là, c'est quand la fibre européenne est transformée par des entreprises textiles européennes sur des sites européens, voire Euromed pour la filature. Et bien sûr, la certification, c'est un processus en évolution, donc les standards sont régulièrement révisés et vont continuer à se renforcer. Voilà, et enfin, sur une dernière slide, je voulais vous partager un récap de cette trajectoire, où on en est et quelles sont les prochaines étapes. Donc, en termes d'analyse de cycle de vie, en 2023, on publiera des données collectives pour chaque process de transformation du lin à périmètre européen. Et dans un temps futur, on pourra soutenir chaque entreprise de la filière pour ses propres calculs d'impact qui leur permettra d'offrir une réponse encore plus précise aux marques qui sont très en attente de data. Et puis, bien sûr, l'amélioration continue, ça sera la mise à jour des données, puisque finalement, un des bénéfices de tout ce travail sur la data, c'est d'identifier des leviers d'amélioration et de pouvoir monitorer et suivre l'amélioration des impacts au fur et à mesure. Le tout, bien sûr, avec tout ce travail sur la traçabilité et la certification. Voilà cet aperçu de la trajectoire du lin européen. Merci beaucoup, Marie. Effectivement, cette introduction est intéressante, hein. On le voit aussi dans le livre blanc. Finalement, le lin, c'est une fibre, une culture ancienne, mais finalement, il y a aujourd'hui beaucoup de choses à développer sur la connaissance finalement de cette fibre et de cette appropriation finalement, peut-être voilà, par les enseignes, par le consommateur. Et du coup, tout votre travail, c'est voilà, de développer tous ces différents canaux, hein. Sur le volet consommateur B2C, vous avez aussi, il me semble, plusieurs actions. Donc voilà, on voit que c'est une fibre qui a besoin encore d'être développée. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. On peut parler d'actualité d'ailleurs, puisque nous avons actuellement une belle collaboration avec la Samaritaine. Donc, si vous avez l'occasion de passer, des vitrines qui mettent en scène le lin et un pop-up. Ok. Merci. On reviendra vers vous à différents moments
de cette table ronde pour préciser peut-être quelques éléments voilà, que vous avez commencé à évoquer, mais ça nous permettra de rebondir avec les deux autres interventions. Alix, du coup, je reviens vers vous. Une histoire effectivement ancienne aussi pour Safina, hein, 250 ans d'existence. Donc voilà, une entreprise voilà, qui existe depuis un petit bout de temps. Et puis finalement, il y a quelques ans, il y a 1 an ou 2 ans, il me semble, vous avez voilà, décidé de réimplanter une filature à Béthune. Alors peut-être voilà, si vous pouvez nous en dire un petit mot, et peut-être aussi pour ceux qui, voilà, qui nous rejoignent ou qui ne connaissent pas le sujet, peut-être voilà, détailler aussi quel est le rôle d'une filature, à quoi sert une filature. Alors, une filature de lin, donc on arrive juste après le monde agricole, donc on est basé dans le Pas-de-Calais, en plein cœur du bassin de culture du lin, parce que historiquement, voilà, on a toujours transformé le lin au plus proche de la zone de matière première de culture. Donc nous, on arrive après le maillon du teillage. Donc le teillage, il sépare la paille de la fibre. Donc notre matière première, c'est de la fibre de lin qu'on va peigner. Après qu'on va mélanger, assembler, puis filer. Alors il y a différentes techniques de filature, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Safilin offre tous les titrages possibles, du plus fin au plus épais, aussi bien pour le marché du prêt-à-porter que de l'ameublement, du linge de maison ou des tissus techniques et composites. Donc il y a une grande palette d'utilisation de fils de lin. Et donc, nos clients, ce sont les tricoteurs et les tisseurs. Donc, ça nous positionne très en amont de la filière lin, où on ne travaille que le lin, puisque ça demande un savoir-faire humain et aussi des outils et des machines, des métiers à filer très spécifiques pour cette fibre longue, puisque la fibre de lin est longue de à peu près en moyenne 80 cm, là où de la fibre de coton, ça fait entre 3 ou 5 cm pour la laine. Voilà. Donc, c'est très particulier, c'est très local, parce qu'on peut rappeler aussi que le lin, c'est 0,4% du textile mondial. Donc, c'est vraiment une spécificité très française. Donc, par rapport à l'histoire, donc Safilin a toujours filé du lin donc dans le bassin historique des Hauts-de-France pendant plus de 200 ans. Puis, il y a eu, enfin je vais très vite, hein, la crise industrielle qui a fait qu'il a fallu, on est pour des questions de survie, délocaliser en Pologne notre outil de production dans les années 90. Donc aujourd'hui, on a 2 usines en Pologne pour la filature au sec et la filature au mouillé. Et il y a, il y a 4-5 ans, notre président Olivier Guillaume a senti des signaux faibles de la volonté des consommateurs de consommer voilà, avec plus de sens, plus local, plus éco-responsable. Et ça s'est confirmé après avec le Covid de vouloir vraiment qu'il y avait une demande émergente qui nous faisait revenir sur notre positionnement, à savoir il y a à nouveau du sens à réimplanter une usine sur le territoire français pour répondre à la demande de circuit le plus court possible, 100% français, donc de la graine jusqu'au produit fini. Et donc, c'est sûr qu'il y a eu un alignement des planètes, puisque, outre cette prise de conscience qui a été exacerbée par le Covid, il y a eu aussi le plan de relance de l'économie auquel on a bénéficié. Et pardon, ce que je voulais vraiment dire, c'est que le facteur clé de succès principal, c'est le fait que le savoir-faire a été conservé en Pologne, puisque aujourd'hui, c'est le retour de l'histoire. Comme il y a 20 ans, c'est les Français qui sont allés former leurs collègues en Pologne. Aujourd'hui, c'est les Polonais qui viennent en France pour réintroduire un savoir-faire qui a disparu sur le territoire français. Et ça, c'est une formidable aventure humaine qu'on vit depuis quasiment 2 ans maintenant, où Français et Polonais travaillent main dans la main pour ouvrir cette nouvelle usine qui fonctionne maintenant depuis 1 an. Donc effectivement, on a un peu un alignement de planètes entre voilà, une volonté du consommateur de consommer peut-être, voilà, ou en tout cas de faire attention à ce qu'il consomme en termes de textile, le Covid et du coup tous ces effets voilà,
de relocalisation qui se traduisent de manière concrète aussi avec des subventions de l'État et d'autres institutions. Donc du coup, vous avez implanté cette usine là il y a 1 an et demi, c'est ça? 1 an, on souffle au mois de mars notre première Ok, bougie. super. 1 an tout pile, c'était mars 2022 exactement. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que c'est très important. Pourquoi on a choisi de revenir dans les Hauts-de-France, dans notre bassin historique, c'est parce qu'il y a aussi tout un écosystème qui a réussi à pérenniser. Hein. Je pense au peignage, aux teinturiers, aux moulineurs, aux guipeurs. Enfin, il y a tout un écosystème qui fait que les conditions de retour étaient là, puisque on a pu s'appuyer sur tous ces savoir-faire qui existent toujours donc dans le Nord, qui est une forte région textile. Et ça, c'est important à Oui, souligner. on peut d'ailleurs faire la promo du livre blanc voilà, qui est sur le site internet. Il y a une cartographie des différents acteurs autour du lin en région Hauts-de-France. Donc voilà, on retrouve plusieurs acteurs là que vous venez de citer. Du coup, si je reviens là sur voilà, cette réouverture d'une usine de filature à Béthune, donc vous disiez tout à l'heure, il y a eu finalement besoin de savoir-faire, besoin de recrutement, besoin aussi de former. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'échanges entre la Pologne et du coup la France. Comment ça s'est passé au niveau du recrutement et de la montée en compétences? Donc en fait, pour le recrutement, c'est compliqué de recruter sur un savoir-faire qui a disparu. Il n'y avait pas de CV ou de profil type. Donc on a travaillé avec Pôle emploi et la méthode de MRS, donc de méthode de recrutement par simulation, et on a recruté par rapport à des habiletés plus que par rapport à un savoir-être plutôt que des savoir-faire. Donc c'est la dextérité, c'est quelques notions de chiffres. Voilà, donc on a des profils complètement atypiques, aussi bien des anciennes assistantes maternelles que des gens qui n'ont jamais travaillé en industrie. En fait, c'est des personnes qui ont envie de donner un sens à leur travail avec un produit noble. Le lin, c'est une matière vivante. Et, euh, et la formation du personnel, le recrutement est atypique. La formation est atypique parce que c'est les Polonais qui sont venus. Et il y a des traducteurs qui sont là pour faire la traduction. Et ils travaillent, ils sont beaucoup formés par mimétisme. Donc les Polonais font, les Français répètent, un peu comme les enfants apprennent sous le regard de leurs parents. Et ça, c'est humainement très intéressant. Et voilà. Après, il ne faut pas se leurrer. Comme dans toutes les industries, on a aussi des problèmes de recrutement et on recrute toujours aujourd'hui. Hein, donc, je le dis. Parce que c'est des conditions de travail qui ne sont pas forcément évidentes. Hein. On travaille en usine. Mais en tout cas, pour ceux qui souhaitent faire quelque chose, enfin, il y en a qui se reconvertissent du tertiaire et qui souhaitent donner du sens dans leur travail. Il y a beaucoup de postes à pourvoir encore. Bon, alors le message est passé pour ceux qui souhaiteraient rejoindre Safina. Marie, en complément, vous confirmez du coup peut-être cette difficulté à conserver un savoir-faire européen, à le transmettre ou voilà, comment au niveau européen vous arrivez à avoir cette vision de toute cette chaîne de métiers qui sont très différents. Hein, on l'a vu et on le voit dans le livre blanc. Voilà, la culture du lin et voilà, entre sa culture jusqu'à la fibre, il y a énormément de métiers. Comment voilà, amplifier et accélérer la transmission de ces savoir-faire. Ouh, la question est vaste. En tout cas, au niveau européen, oui, je peux resituer dans le contexte européen cette réindustrialisation. On sent qu'il y a une vraie dynamique de filière. On voit que Safilin montre l'exemple et qu'il y a aussi d'autres entreprises qui ont fait le choix de redévelopper la filature en France notamment. Donc c'est le cas en Alsace, c'est le cas en Normandie également. Et il y a encore d'autres projets en cours, notamment en Bretagne, aussi d'autres projets en Europe de l'Ouest, notamment au Portugal. Donc c'est une vraie dynamique de filière et c'est vrai qu'on parle de
réindustrialisation plutôt que de relocalisation, puisque ce ne sont pas des déplacements, mais c'est une nouvelle offre qui est complémentaire et qui répond bien aux attentes aujourd'hui des marques et des consommateurs. Et alors justement, Alix, en parlant de complémentarité, finalement, la filature de Béthune vient en complémentarité de vos autres sites que vous avez en Pologne. Comment se jouent ces complémentarités entre les différents sites? Alors c'est sûr, à Béthune, on adresse tous les marchés, hein. Il y a aussi bien la filature recette qu'au mouillé, mais on est plus sur des marques, soit qui faisaient pas encore de lin, mais qui s'y mettent parce que c'est un produit 100% français et qu'ils ont un ADN fort sur l'éco-responsabilité. On s'adresse aussi à des marques de luxe qui sont contents d'avoir à nouveau des savoir-faire sur leur territoire, France. En fait, c'est vraiment c'est très complémentaire parce que ça nous permet de développer des nouveaux segments de clients qu'on ne touchait pas encore ou qui n'avaient pas forcément l'intérêt pour un produit qui n'était pas 100% français. Ok, donc du coup, vos clients qui vous contactent sur ce projet-là, c'est plutôt des clients qui ont une volonté de produire, d'avoir un produit peut-être made in France ou en local. Voilà. Après, faut pas se leurrer, hein. La production en France, ça reste 10% de la capacité de production en Pologne. Donc, ça reste marginal. On va pas adresser tout le marché européen de France. Il y aura toujours cette offre d'Europe de l'Est qui conviendra à 80% de notre clientèle, qui convient déjà aujourd'hui et qui continuera à convenir. Tout le monde ne va pas passer sur une filature France. C'est vraiment ceux qui veulent se démarquer, se différencier et mettre en avant un circuit le plus vertueux possible. Merci. Alix, on reviendra un peu plus dans le détail ensuite sur les différents aspects. Je voulais juste donner la parole à Aurore de chez Promode. On vient d'évoquer effectivement une volonté d'enseigne de faire du Made in Europe, du Made in France. Du coup, vous avez lancé une capsule sur le lin. Je vais vous laisser la présenter, mais peut-être en amont, quelle était finalement la volonté de tester un produit du coup lin ici en local. Alors, la volonté de tester le lin en local était vraiment de rapprocher notre production des ventes, de produire au plus juste et surtout au plus proche pour nos clientes. Promode, c'est une entreprise familiale, donc c'est vrai que dans ce groupe, ce qui était aussi intéressant, c'est que c'est une entreprise familiale des Hauts-de-France, donc on s'est retrouvés aussi dans notre région, donc ça c'est important de le souligner. Et la RSE est vraiment au cœur de notre business model. Notre président Julien Paulet porte vraiment cette ambition d'avoir d'ici 2025 des produits 100% éco-responsables. Donc avec ce groupe de travail, on a pu recentrer nos différentes étapes de production. Le lin chez Promode, c'est 3% de nos matières. Donc jusqu'à aujourd'hui, pour des questions de facilité de prix, les matières étaient essentiellement produites en Asie. Donc avec cette ambition de reproduire plus proche, est venue l'idée de créer cette capsule. Donc grâce au groupe, j'ai pu rencontrer Alix de chez Safilin. Donc en fait, on s'est constitué notre micro-groupe. Donc on a choisi d'utiliser le fil Safilin donc en Pologne. Et on a travaillé avec Lemaitre de Mester pour notre capsule, pour le tissage donc à Luin et la teinture en Belgique. Aujourd'hui, pour des questions de prix essentiellement, on n'a pas réussi à faire notre production en France. Donc nous, le travail à façon est une grosse partie de nos productions chez Promode. Donc on a des partenaires historiques chez nos façonniers. Donc on a travaillé avec nos partenaires historiques au Maroc. Du coup, la volonté est venue à la fois de votre direction et aussi de la rencontre
au sein de ce groupe de travail. En fait, c'est ça. Au début, je me suis retrouvée dans le groupe, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Après, aujourd'hui, on s'est dit, voilà, comment Promode peut se positionner par rapport à notre ambition, tout en gardant, faut pas oublier la finalité, c'est notre cliente. Il fallait respecter un certain prix de vente aussi à pas dépasser. Mmh. Et en même temps, voilà, notre ambition est vraiment d'utiliser du lin européen. Donc en fait, on a co-construit la capsule avec la communauté Promode. Donc chez Promode, nous avons des new business chez nous. Donc on est vraiment en co-construction avec nos clientes. Donc on a commencé par les solliciter. Le but était vraiment de connaître leur appétence. Donc envers des produits donc lin made in Europe. Mais aussi, voilà, on voulait connaître leurs attentes, leur appétence sur les formes, les couleurs, enfin voilà, savoir un petit peu ce qu'elles recherchaient. Donc du coup, nous avons proposé des formes identitaires chez Promode, des formes que vraiment, voilà, on maîtrise. Chez nous, la robe a de très belles performances, donc on a repris des formes connues et entre guillemets sécurisantes pour notre capsule. Et donc on a fait 5 formes: pantalon, short, jupe, robe, chemisier. Et on s'est concentré sur 3 coloris pour vraiment faire un petit look sympa. Donc c'était en avril pour la collection été. Pour des questions de prix, on a réajusté nos quantités et en fait la collection a été proposée uniquement sur le web. Voilà. D'accord, donc du coup, uniquement sur le web. Et en termes de prix, on était sur une gamme similaire aux autres produits de chez Promode ou Non, voilà, un léger surcoût les prix de vente ont été plus élevés. Voilà. En étant des prix de vente raisonnables, oui, on avait des prix de vente plus élevés sur des robes entre 20 € plus cher, 10 ou 20 € plus cher en moyenne selon les modèles. Mmh. Et le client et enfin, du coup, vos clients, voilà, quels étaient le retour face à ce prix un peu plus Eh élevé? ben, alors on a eu énormément. Alors ce projet, c'était vraiment un projet d'entreprise, donc on en a parlé. C'était un groupe de travail qui a duré plus d'1 an, où on a eu, bah, voilà, beaucoup d'allers-retours. On y va pas, comment on construit. On a vraiment travaillé en partenariat avec nos services communication. On est allé chez Lemaitre de Mester pour faire une petite vidéo avec Emmanuel et Olivier. Donc ça a été relayé sur les réseaux sociaux et là on a eu vraiment de très très bonnes retombées sur notre collection, sur le prix de vente forcément est un frein pour beaucoup, on va pas se mentir, mais malgré tout, voilà, quand la personne souhaitait un beau produit made in Europe, voilà, elle est venue l'acheter et on a eu de très très bonnes retombées sur nos réseaux sociaux sur cette capsule. Forcément, point amélioré, ce serait bah, comment limiter cette hausse de prix de vente. En tout cas, voilà, c'est sur ce point où on va travailler. Et on avait un petit peu expliqué notre démarche parce que c'était peut-être un peu confus en disant bah, pourquoi vous produisez au Maroc. Donc, on a fait une petite cartographie aussi pour répondre à notre communauté de clientes, pour leur expliquer. On avait fait un petit schéma où on disait bah, voilà le fil de chez Safilin, on avait mis la Pologne, on avait mis le maître de Mester à Luin, voilà, et on avait expliqué que pour des raisons aujourd'hui de coût, on était en ordre de marche et on visait le Made in France, ça reste notre but, mais à ce jour, voilà, seule la matière était européenne et production marocaine. Mmh. Tout à l'heure, Catherine évoquait l'ensemble et aussi Marie en a touché un mot, des qualités finalement environnementales de cette fibre. Est-ce que c'est quelque chose que vous arriviez à communiquer auprès de votre clientèle et voilà et comment? Bah, on l'a fait sur les réseaux, on a vraiment expliqué et sur notre site internet, sur la fiche du produit, en fait, où on a relayé bah, tout ce qui a été dit en amont de la discussion sur les qualités du lin, fibre éco-responsable, zéro déchet, thermorégulatrice, et on a un petit peu vanté tous les mérites de cette fibre. Merci. Alix, enfin, ici en introduction, vous accompagnez aussi les marques justement à développer ce genre de projet. Comment vous y procédez et est-ce que vous pouvez donner un tout petit peu de détails sur ce point-là? Oui, bien sûr.
Donc en fait, en étant, positionnés en amont de la filière, on travaille à peu près avec 300 tricoteurs-tisseurs, en France et partout en Europe. Et donc on a une bonne visibilité de tous les savoir-faire, lignés, de tous ceux qui savent bien travailler le lin et des spécificités de production de chacun de nos clients, en fait. Et de quel titrage ils utilisent, etc. Parce que après, donc quand je rencontre une marque, en général, ils ont un projet lin parce que ils font pas du lin que pour un produit. Aurore a expliqué qu'il faut penser au minimum une collection capsule. Et il y a plusieurs, en général, il y a plusieurs grammages. Il y a plusieurs. Il y a de la maille, du chêne et trame, et voilà. Et ça, c'est à chaque fois un sourcing différent parce que là, Aurore n'a fait que du chêne et trame chez Promode, mais on aurait pu imaginer ils auraient ajouté un t-shirt, ça aurait été de la maille avec un autre sourcing. Et donc, en fait, en fonction de leur projet lin, on les a, des quantités, aussi de leur positionnement prix ADN par rapport à leur typologie de clients, de leur canal de distribution. On les oriente vers l'un ou l'autre de nos clients tricoteurs ou tisseurs pour les aider, pour qu'ils gagnent du temps en fait. Donc c'est déjà ils gagnent du temps, ils gagnent aussi dans la pérennité de l'approvisionnement parce que nous on s'engage à fournir le fil et la traçabilité du fil aussi de l'amont, donc du champ, voilà, jusqu'à leur produit. Il y a toute la transparence et que le produit soit qualitatif puisque c'est un fournisseur avec qui a l'habitude de travailler le lin. Voilà, donc tout ça, on met en musique en fait. On fait des rendez-vous tripartites, on les met en relation, et puis une fois que voilà, ils ont trouvé le bon grammage, le bon titrage, après on les laisse travailler on les laisse travailler ensemble. Nous on est facilitateurs, on fait de la mise en relation et on garantit en amont donc le fil, le sourcing du fil tracé et avec tout ce qui est les informations pour valoriser aussi ce produit, parce que c'est pas tout de le produire, de mettre en place un sourcing. Après, il faut savoir communiquer dessus. Et valoriser tout l'immatériel qu'il y a autour donc de ce produit qui aurait été fait 100% français ou européen, du champ au produit fini. Et là, c'est là où l'aide de la synergie de la filière, notamment avec Marie et l'Alliance, est importante parce qu'il y a des outils qui permettent de bien valoriser et de bien communiquer sur ces données. Mmh. Et après, quand il y a du repeat order, en fait, l'idée, c'est d'être le point d'entrée. Ils nous disent: «Ah bah voilà, ça, on a fait par exemple un t-shirt ensemble, ça a bien fonctionné. Maintenant, je veux faire un pantalon ou autre chose». Et pareil, on les adresse dans notre écosystème à ceux pour qui on pense ça fait le plus de sens. La mise en relation fait le plus de sens, mais bien sûr sans aucune obligation. Oui. Tout à l'heure, Marie évoquait dans les 3 piliers la co-construction. On voit effectivement là sur le projet là qui a été présenté, qu'il y a un gros travail finalement de co-construction entre voilà, l'ancienne Promode avec vous, Safina, et finalement derrière, voilà, la co-construction, c'est aussi peut-être avec le consommateur, à la fois dans la collection capsule chez Promode, mais aussi peut-être sur la sensibilisation. Voilà, peut-être un petit mot de complément, Marie, sur ce volet pédagogie. Tout à l'heure, Alix disait, voilà, c'est 0,4% des textiles. Il y a un vrai travail finalement de pédagogie autour de la fibre lin, ses qualités, ses propriétés, et comment voilà, l'utiliser. Oui, en effet, je pense que l'image du lin, elle a bien évolué ces dernières années. Je pense que l'innovation y a joué un grand rôle, et Alix a parlé de chêne et trame et de maille. Pour moi, la versatilité du lin
le fait qu'on puisse maintenant le travailler en tissage aussi bien qu'en tricotage, ça fait aussi partie des raisons qui vont amener le consommateur à s'intéresser à la matière. Et toutes les propriétés remarquables, les performances, qu'elles soient techniques et environnementales, ça vient comme une réassurance qui va conforter le consommateur dans son choix d'un produit plus responsable. Je pense qu'il y a encore pas mal de pain sur la planche pour continuer à faire passer toutes ces notions-là auprès du consommateur. Et c'est vrai que la collaboration avec les marques et le canal de communication qu'ont les marques auprès de leurs consommateurs et leur communauté de followers avec lesquels elles sont en très grande proximité, c'est vrai que voilà, c'est idéal pour toucher un public. Mais c'est vrai que la créativité, l'innovation et le fait d'avoir des produits, comme le disait Aurore, voilà, qui vont séduire le consommateur, c'est aussi une bonne clé, voilà, une bonne clé d'entrée, parce que, voilà, avant tout, il faut que, le produit, plaise, et nous, on est ravis de voir que le consommateur n'a plus cette image, on va dire, cet archétype du lin, voilà, d'un produit basique, de coloris sobre, voilà, mais qu'on peut aussi maintenant avoir envie voilà, d'explorer la couleur, les mélanges, la créativité. Est-ce que les certifications que vous avez présentées tout à l'heure sont aussi des outils finalement pour le consommateur, voilà, sur la traçabilité de cette fibre notamment? Est-ce que c'est des choses, voilà, que le consommateur regarde, ou c'est plutôt effectivement plutôt pour les enseignes pour s'assurer de la traçabilité? Alors, les deux. En effet, en termes de B2B, ça, on sait très bien mesurer l'intérêt des entreprises et des marques pour la certification. Concernant European Flax, le nombre d'entreprises de certifiées a été plus que multiplié par 7 entre 2020 et 2022. Et concernant Masters of Linen, on continue à recevoir encore des demandes d'entreprises textiles européennes pour la certification. Pour le grand public, c'est un petit peu plus compliqué probablement de s'y retrouver, parce qu'on entend souvent que la multiplication des labels font que c'est pas toujours évident pour le consommateur. D'où l'intérêt d'accompagner les marques sur la communication des produits certifiés et voilà, d'expliquer les garanties de la certification et d'avoir le storytelling voilà, qui correspond, de visualiser justement cette chaîne de valeur, visualiser où se trouvent les entreprises. Et l'exemple de Promode, et ce que citait Aurore sur le fait aussi de filmer, d'interviewer des entreprises, je pense que ça permet aussi d'incarner et de renforcer le message d'une certification. La certification, ça vient apporter une réassurance, mais c'est sûr que c'est toujours mieux quand c'est incarné par des entreprises et des personnes. Et je rebondis sur ce que dit Marie. Pour nos produits étaient certifiés Master of Linen. On s'est longuement posé la question si on le mettait sur nos produits directement. Et on a fait le choix de pas le faire parce que juste pour le consommateur, voilà, le risque est, comme c'est peu connu à ce jour, ça peut être parfois trompeur. En plus, comme on faisait une production au Maroc, donc voilà, on a plutôt joué la carte de la transparence avec des vidéos, sur nos réseaux sociaux et notre site internet, de mettre voilà, la production venait de le fil Pologne, la teinture, on a expliqué. Alors on a communiqué sur Master of Linen sur notre site web, mais pas sur les produits, parce que voilà, il fallait. C'est bien pour nous, on était très contents de l'avoir, mais voilà, à ce jour, on l'a pas véhiculé plus que ça sur les produits. Mmh. Donc plutôt effectivement une communication incarnée dans les faits par les acteurs et les différents lieux Oui. de production.
Alors il y a une question dans le chat pour vous, Aurore. Pourquoi ça a été uniquement vendu sur le web? Alors sur le web, pour une question de place, dans nos magasins, c'est une capsule qui a été rajoutée et c'était aussi une question de prix de vente où, au début, on se disait: «Voilà, prix de vente plus élevé». On a décidé de le faire uniquement sur le web et donc 3 semaines, après les ventes de la capsule sur le web, on a décidé de mettre, cette capsule dans quelques magasins. Donc en semaine 22, donc 3 semaines après, justement dans des magasins qui avaient, où on peut étudier donc ce qu'on appelle chez nous des clusters, voilà, où les clientes ont un peu plus d'appétence pour les produits, un peu à valeur ajoutée, en tout cas sur les belles matières et donc on l'a quand même mis dans quelques magasins, en France, 3 semaines plus tard. Donc c'est essentiellement, c'était décidé sur le web et on a un peu réajusté, en cours de route, Mmh. les ventes. Alors du coup, sur cette expérimentation au sein de chez Promode, vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, Aurore, les quelques retours. Quels sont voilà, le bilan que vous dressez aujourd'hui à la fois en interne de votre structure et peut-être aussi vis-à-vis du consommateur? Alors les bilans, ce que je disais, sont plutôt positifs. Le frein principal, reste le prix de vente. Clairement, on souhaitait, reconduire cette capsule, en tout cas la retravailler cette saison. Avec le contexte, économique actuel et les hausses, qui ont des répercussions, à chaque étape de production et donc pour notre cliente finale, voilà, aujourd'hui, il était très compliqué de reproduire cette capsule. Donc, on travaille en interne justement sur comment contourner ou en tout cas revoir est-ce que c'est au niveau du fil, au niveau de nos produits. Donc, voilà, on se met plutôt en mouvement pour reconduire cette capsule. Mais non, nous sommes vraiment très satisfaits de ces produits, des retours qu'on a eus, que ce soit au niveau enfin, le fil a été très reconnu, la qualité, voilà, la cliente reconnaît et ça fait du bien, la valeur ajoutée et cette belle matière. Enfin, voilà, c'est des beaux produits. Donc, le but est vraiment de reproduire et d'essayer de refaire, une capsule, sur le lin. Merci. Alors justement, je voulais voilà, qu'on aborde ce sujet-là, comment aller plus loin maintenant. Voilà, juste avant, peut-être pour ceux qui nous rejoignent en cours, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons. Alors justement, voilà, là on a vu cette capsule chez Promode. Aujourd'hui, on voit aussi finalement le critère environnemental dans le choix des matières est un sujet important au sein des différentes enseignes. Marie, quelles sont les données accessibles justement voilà, pour convaincre les enseignes d'aller voilà, plutôt vers le lin que d'autres fibres? Voilà, vous avez un travail que vous avez commencé à présenter tout à l'heure avec les quelques slides sur l'accessibilité des données. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et finalement de comment une enseigne peut s'en servir pour aller voilà, développer d'autres capsules lin? Oui, en effet, les marques sont nombreuses aujourd'hui à vouloir et à devoir aussi, selon la réglementation, selon les pays dans lesquels elles vendent, calculer l'impact environnemental de leurs produits. Elles nous font part de la complexité d'accéder à des données fiables. Hormis l'ACV de la fibre européenne flax que nous avons publié, on se rend compte qu'il y a pas mal de données erronées dans les outils d'ACV et les bases de données. Par exemple, la base leader modélise un lin qui aurait poussé en Inde, ce qui n'a absolument aucun sens, qui correspond à aucune réalité de production. Finalement, les univers des experts ACV et des bases de données et les univers des fibres et des filières sont très éloignés. Donc, c'est un vrai challenge. Pour nous, c'est de ce constat-là qu'est né tout le travail que nous menons actuellement sur l'analyse de cycle de vie pour fournir une donnée qui soit vraiment représentative de notre fibre ouest européenne, qui ne soit pas issue de remoulinage d'anciennes données existantes. Donc, on a vraiment fait un gros travail de collecte de données basées sur l'expertise des instituts agronomiques référents, qui sont donc Arvalis pour la France et Inagro pour la Belgique et les Pays-Bas.
et donc pour vraiment être représentatif des pratiques de notre filière. Donc on a bien sûr commencé par le choix d'une méthode robuste qui est la méthode PEF. Ça nous semble important en termes d'harmonisation. Et c'est un peu la même démarche finalement pour ce qu'on réalise maintenant sur la suite de tous les process, donc sur le peignage, le cardage, petit peignage, la préparation à la filature, filature au mouillé, filature au sec. C'est vraiment de pouvoir faciliter l'accès pour les marques à une donnée qui soit réellement fiable. Alix, vous confirmez pour vous aussi cet accès à la donnée important? Pour le lin, c'est vraiment un avantage parce qu'il y a une réelle différence entre le lin et n'importe quelle autre matière en termes d'impact. Et avant, on le savait, mais c'était pas chiffré, argumenté. Maintenant, il y a tout ce travail de filière qui prouve et qui montre avec des chiffres à la clé les vraies vertus environnementales du lin. Donc, réellement, oui, on peut les utiliser. Et puis, ils sont bientôt disponibles là. Enfin, c'est tout nouveau. Au niveau de Safilin, ils sont disponibles depuis un an. Mais maintenant, il faut, pour aller plus loin, c'était aussi votre question, il faut que l'amont fait le travail au niveau de la culture, au niveau du teillage, peignage, filature. Il faut que maintenant les tisseurs, tricoteurs intègrent aussi fassent aussi tout ce travail de collecte d'informations et les restituent pour que ça descende tous les maillons et c'est vraiment un plus pour le lin pour se différencier en tout cas. Merci. Alix, j'avais encore quelques questions pour vous sur effectivement, vous me disiez comment aller plus loin. Aujourd'hui, voilà, alors je sais que c'est très récent, hein, vous avez à peine soufflé votre première bougie. Est-ce que vous pouvez déjà dresser un premier bilan de cette première année de réimplantation de cette filature ici en Hauts-de-France, ou est-ce que c'est déjà un peu trop tôt? Si, le bilan très positif, hein. Déjà, on a eu un soutien incroyable de tout l'écosystème textile qu'on a aussi contribué à redynamiser, hein, puisque en se réimplantant sur le territoire, on a permis à d'autres ateliers de se relancer, que ce soit au niveau du blanchiment de la mèche, au niveau du peignage. Et du coup, par ricochet, au niveau social, ça a fait aussi des embauches sur d'autres activités complémentaires. Donc, on se sent extrêmement soutenu par tout l'écosystème textile. Maintenant, si j'ai peut-être un message à passer, c'est de dire au niveau de l'industrie, nous, on a pris notre part de risque, on a joué le jeu. On a fait on a pris nos responsabilités pour donner la possibilité donc aux marques de pouvoir sourcer 100% en France ou sur le territoire européen. Maintenant, il ne faut pas hésiter. Aurore l'a dit, ils commencent par une collection capsule, après ils en tirent les conclusions et il ne faut pas avoir peur parce que, évidemment, les prix sont un peu plus chers, ça ne va pas correspondre à la totalité de leur clientèle, mais à une partie, un segment de leurs clients qui va apprécier quand même de consommer moins mais mieux. Et il faut pas hésiter à y aller parce que en général, il y a toujours les comportements des consommateurs évoluent et dans le bon sens, heureusement. Voilà. Donc à chaque maillon de prendre ses responsabilités. Je pense que votre message est passé. On a même des gens qui vont vous recontacter dans le chat. Donc c'est une bonne nouvelle. Peut-être juste une autre question encore sur cette relocalisation, réindustrialisation. Est-ce qu'on peut aller encore au-delà
pas tout de suite? Au-delà, à quel niveau? Quand on parle de refaire en proximité, en circuit court, est-ce que, on pourrait faire encore plus, sur, notamment l'enjeu filature? Est-ce que voilà, de créer des circuits courts, proximité très proche, ça semble jouable ou il faut effectivement conserver une diversité, d'acteurs à l'échelle, européenne? La complémentarité tout à l'heure qu'évoquait, Marie et vous aussi, voilà, reste importante. De toute façon, on peut pas faire plus court que ce qui existe là aujourd'hui au niveau du sourcing. Après maintenant, ce qui est important, c'est que bah, justement tous les savoir-faire puissent être pérennisés et donc tous les maillons de la filière, surtout en France, en ce moment où c'est un peu compliqué avec les problèmes de pouvoir d'achat, il faut vraiment que chacun puisse vivre et continuer à investir et augmenter les capacités de production parce que le problème en France, c'est qu'il y a des marques qui viennent pas forcément sur le territoire français parce qu'ils manquent de capacité, ils ont des trop gros volumes. Et du coup, bah, ça reste à l'échelle pas européenne ou même Euromade parce que il y a tellement eu d'emplois dans le textile qui ont disparu ces 20 dernières années que aujourd'hui, c'est le début d'une dynamique, mais il faut que voilà, pour atteindre des volumes, pour avoir des prix plus compétitifs, il faut qu'il y ait une dynamique textile qui et des capacités plus importantes sur le territoire et ça aidera aussi les choses et voilà, c'est une façon d'aller plus loin. Pour être plus résilient et justement, vous l'évoquiez, l'inflation, notamment les coûts de l'énergie, est-ce que c'est aujourd'hui un frein? Ça pourrait être identifié comme un frein sur ces enjeux de réindustrialisation? Ou est-ce que pour vous, voilà, c'est voilà, la question énergétique est un vrai sujet aujourd'hui qui pourrait se traduire demain en étant un frein? Alors, à court terme, c'est sûr que bon, ça fait pas du bien en ce moment parce que les consommateurs font des arbitrages dans leur choix de consommation en ce moment et le textile trinque, ça faut pas se leurrer. Par contre, à long terme, à moyen long terme, la tendance de fond de réindustrialisation, elle est réellement présente et je suis optimiste. Donc voilà, c'est une mauvaise passe. Après, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais c'est mon avis personnel. Si Marie ou Aurore, vous voulez compléter? Oui, ce qu'on disait, nous, aujourd'hui, clairement, c'est une mauvaise passe et c'est difficile. On peut pas tirer les prix avec ce contexte. Donc, il y a une réalité économique et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous, notre capsule aujourd'hui a eu du mal à se renouveler parce que bah, cette hausse de prix, on peut pas la répercuter sur notre cliente finale, en tout cas pas, tel que à ce jour donc voilà, c'est le cœur du sujet et je pense qu'effectivement la base est là, le socle est là et l'envie est surtout présente donc c'est comment contourner, pour justement que dans un futur proche, on espère, on puisse, Mmh. se permettre de continuer cette fibre, en Et tout cas pour les enseignes de prêt-à-porter. par expérience, hein, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui produisent en France, ou en Europe, et qui après exportent. Toutes les marques qui arrivent à, avoir une identité, française forte, un savoir-faire à la française et qui travaillent avec les meilleurs ateliers français et qui ont, une force de frappe à l'international, et bah, c'est vraiment ce business model-là qui fonctionne et là, c'est là où on a besoin d'une industrie française forte pour pouvoir après exporter, parce que dans le domaine de la mode et du luxe, on est vraiment leader et il faut vraiment s'appuyer sur ses forces. Et le lin a toute sa place à jouer puisque c'est la matière noble par excellence. Mmh. Alors, quelques remarques, quelques commentaires dans le chat, donc beaucoup de remerciements, beaucoup de voilà, d'invitations à échange. Une remarque sur voilà, les liens entre le Maroc et du coup l'espace européen. Voilà, je laisserai chacun dire. Et une question, y a-t-il dans la chaîne de valeur actuelle des maillons insuffisamment développés au regard de la demande des consommateurs? Je sais pas, je sais pas qui est-ce que Marie, a un élément de réponse sur cette chaîne de valeur?
Alors, au regard de la demande des consommateurs, je ne sais pas, mais il y a un maillon, oui, qui est probablement assez complexe, c'est l'ennoblissement. Parce que c'est vrai que les règles européennes, notamment REACH, imposent des contraintes importantes sur tous les maillons de teinture, d'ennoblissement, sur toute la partie chimie. Voilà, on sait que c'est un maillon sur lequel les entreprises, il y a des gros challenges en fait sur ces maillons-là. Mais bon, je suis probablement moins technicienne voilà, que Alix, par exemple, qui est en proximité très immédiate avec ces maillons. Moi, j'aurais dit le maillon qui pose le plus de problèmes, c'est la confection. De par la capacité et de par le fait que c'est ce qui, dans le prix de revient d'un vêtement, c'est la part la plus importante. Donc, en général, c'est le maillon qui, d'ailleurs, c'est le choix que Promode a fait, qui pose le plus de problèmes aujourd'hui. Aurore, est-ce que vous avez des éléments à compléter et peut-être juste moi un élément qui viendrait compléter cette question? Voilà, quand on dit cette question, voilà, est-ce qu'il y a des maillons qui manquent au regard de la demande des consommateurs? Est-ce que vous sentez auprès de votre clientèle une demande, voilà, est-ce qu'ils vous demandent justement d'aller vers des fibres telles que le lin, le chanvre, la laine, Oui, sur les matières naturelles, on voit qu'il y a une réelle, appétence de notre client. Enfin, en tout cas, elle est demandeuse de ces belles matières et elle est sensible. Aujourd'hui, on a quand même une cliente qui est de plus en plus éduquée avec tout ce qu'on entend au niveau des certifications, de l'origine des produits, des fibres. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Après, effectivement, je rejoins Alix au niveau des confectionneurs. Aujourd'hui, nous, on travaille énormément avec le Maroc, c'est nos partenaires et attention, ça restera nos partenaires parce qu'on travaille énormément sur du court terme, de la réactivité, on peut ajuster nos volumes. Après, il y a une demande sur le Made in France et là, effectivement, c'est un peu plus compliqué d'être vraiment puriste et d'avoir un produit 100% Made in France. Alors, 2 questions. Est-ce que des acteurs comme Safilin travaillent-ils aujourd'hui uniquement avec des grosses enseignes comme Promode? Travaillent-ils également avec des jeunes marques ayant de plus petites capacités d'achat? Et du coup, une question en complément, y a-t-il des mutualisations d'achat pour les petites marques? Alix? Alors, oui, bien sûr, on travaille, même, presque plus avec des jeunes marques, très axées ADN, éco-responsables qu'avec des marques du mass market. Énormément parce que c'est de leur ADN. Je peux en citer quelques-unes, hein. Je peux citer, le t-shirt propre, Splice, HL de Lemayeux, Atelier Tuffery pour le jean, par exemple, ou Nobody Knows pour de la puériculture, vêtements pour bébés. Voilà, il y a toute une diversité de jeunes marques et qui justement viennent vers nous parce qu'elles aiment mettre en scène tous les savoir-faire de la filière et elles viennent faire des vidéos, des reportages, c'est très pédagogique et elles donnent beaucoup de sens dans leur collection et ils font les choses par conviction et avec le meilleur impact possible. Donc ça, c'est tout notre relais de croissance parce qu'au début, vous m'aviez posé la question, qui sont les clients de notre filature France? C'est justement toutes ces digital natives, toutes ces marques avec un fort ADN éco-responsable qu'on ne touchait pas forcément avant et qui ont saisi une opportunité de proposer des produits les plus vertueux possibles. Et c'est ces nouveaux segments de clients avec qui j'ai beaucoup de plaisir de travailler parce que c'est des gens qui portent leurs projets et qui leur ressemblent, qui sont très personnalisés et il y a possibilité de mutualiser. Alors, ils sont très agiles parce que c'est sûr qu'on a affaire à des minimums
parce que si on veut acheter du fil de lin, bah, le minimum c'est 250 kilos, une palette de fil c'est 250 kilos. Donc ils se mettent à plusieurs pour faire une prod de 1000 mètres par exemple, de 1000 mètres de tissu, et après bah voilà, chacun en prend 200, 300, 500 mètres, et puis et ils sont très agiles et ils arrivent justement à... Et c'est mon rôle aussi de les faire se rencontrer pour qu'ils puissent faire des optimisations d'achat au niveau du sourcing. Merci beaucoup, Alix. S'il y a encore une ou deux questions, on a encore 1 ou 2 minutes pour les prendre. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, voilà, je vous propose qu'on puisse commencer à conclure ce webinaire sur effectivement le lin en circuit court. Donc, on a vu voilà, plusieurs projets très inspirants. Voilà, je ne sais pas si vous voulez chacune dire un petit mot de la fin pour encourager à utiliser le lin en circuit court. Voilà, je vais faire un petit tour d'écran si vous le souhaitez. Voilà, dire un petit mot de conclusion sur ce webinaire. Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole en premier. Je sais pas si, Allez, je me lance. c'est parti. Moi, je souhaite encourager vraiment toutes les enseignes parce que c'est une super belle expérience. Alors, c'est vrai qu'on a travaillé pendant 1 an, donc enfin voilà, personnellement rencontrer que ce soit Safilin, mais aussi, enfin voilà, des grosses entreprises industrielles dans le lin, c'est très très enrichissant. On apprend énormément et puis voilà, une collection capsule, ça vaut le coup d'être testé à petite échelle et puis on apprend et on fera mieux la prochaine fois. Et voilà, en tout cas, moi j'encourage vraiment les enseignes à contacter Alix pour ça. C'est vrai que c'est chouette, c'est trouver des solutions ensemble et puis et s'appuyer en fait sur un réseau et sur des expertises vraiment métiers qu'on n'a pas forcément à notre niveau en tant qu'enseigne. Voilà, en tant qu'acheteuse, on n'est pas forcément très aux bases de l'industrialisation, des matières techniciennes. Donc, c'est vraiment s'appuyer sur nous, nos besoins et cet échange de voilà, j'ai un besoin, comment on le travaille ensemble. Donc, très enrichissant. On sent que ça a été une vraie expérience humaine avec voilà, les petites capsules vidéo sur les savoir-faire. Là, ce que vous nous partagez, on sent que voilà, ça a été une belle expérience. Bah, c'est très fédérateur en fait. C'est voilà, c'est le petit côté, c'est ce qui nous anime tous, en tout cas, j'espère, dans notre quotidien tous les jours. Et voilà, et arriver à sortir quelque chose de nouveau, bah, c'est valorisant et c'est très plaisant pour tous. Merci, Alix. Merci Aurore. Bah, du coup, je rebondis pour ceux qui veulent me contacter. Sur notre site internet safilin.fr, il y a un formulaire de contact où vous pouvez laisser vos coordonnées et décrire votre projet dans quelques lignes. Et puis après, mon équipe et moi, on se charge de vous rappeler pour voir dans quelle mesure il y a possibilité de vous accompagner. Voilà, donc en tout cas... c'est super de voir voilà, un tel dynamisme autour de la filière lin et n'ayez pas peur. C'était le mot pour se lancer. Il y a la filière peut vous accompagner. Voilà. Ça marche, merci. Peut-être Marie, un mot de conclusion et aussi on l'a dans le chat qui peut-être voilà, va s'adresser à vous. Avez-vous un recensement des emplois à créer pour voir dans cette filière en reconstruction accessible à tous ceux qui souhaitent contribuer à votre démarche si porteuse de sens? Alors, je serais probablement pas la personne légitime pour répondre à cette question-là, mais si la personne qui a posé la question dans le chat a donné son nom, je peux me tourner vers le pôle économique de l'Alliance et faire une réponse plus tard. Sinon, en termes de conclusion, ce que je retiendrai de cette table ronde, c'est vraiment la notion de richesse des échanges et de découverte.
Je souligne d'ailleurs que l'Alliance organise chaque année des voyages au Pays du Lin qui permettent aux marques, aux enseignes d'aller à la rencontre d'entreprises, que ce soit des agriculteurs, tailleurs, entreprises de transformation. Et puis la notion de complémentarité, la richesse de l'écosystème lin européen. Donc la complémentarité des entreprises à l'échelle régionale des Hauts-de-France, à l'échelle nationale française et à l'échelle européenne. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois de vos partages d'expériences. C'était très intéressant de pouvoir concrétiser le travail de ce groupe de travail à travers vos partages. Donc, je vous remercie toutes les trois. Je remercie aussi ceux qui nous ont suivis en ligne. Vous étiez nombreux ce midi. Merci aussi à Isabelle Deidé, donc, qui a animé ce groupe de travail pendant 1 an et demi, à Catherine Doriac aussi, qui a rédigé l'ensemble du livre blanc qu'on peut retrouver donc sur le site de Fashion Green Up dans le lien groupe de travail. Merci aussi à l'Alliance qui a apporté sa riche relecture et ses riches contributions dans ce livre de travail. Et aussi merci à l'ensemble des partenaires de Fashion Green Up et particulièrement aussi dans ce groupe de travail, donc la région de France, l'ADEME, la métropole de Lille. Et puis on se retrouve bientôt. Il y aura un autre événement sur la restitution des groupes de travail qui aura lieu donc le 30 mars après-midi sur Mesurer la mode. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à cette date-là. Sinon, je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.